Je vous demande de vous arrêter. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Je vous demande de vous arrêter. On n'est pas fâchés. Et si on arrêtait de s'engueuler? Bah, pourquoi faire? Bah, pour se parler. Pour se parler. Parler. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au Pilot Hotel pour la nouvelle émission de Radio Anthropocène. Une nouvelle, émission de Radio Anthropocène, on n'est pas fâchés. Alors, loin des commentaires haineux sur X, des embrouilles en repas de famille, des contre-soirées entre potes qui ne se comprennent plus, on n'est pas fâchés, c'est une émission de radio, en public et un événement musical. L'objectif, rassembler des bulles qui ne se croisent pas assez, accepter des voix dissonantes, à la croisée des regards et sans tomber dans la discussion de comptoir. Scientifiques, politiques, artistes se rencontrent pour réfléchir, échanger, partager des expériences sur des grandes thématiques de société. Cette émission est portée par Florian Fontpéry, journaliste à Radio Anthropocène. Salut. Salut Camille. Et donc Camille Viguier, journaliste musicale indépendante. On va donc passer 1h30 toutes et tous ensemble pour discuter autour d'un thème « Nos futurs », un slogan punk ou une réalité tangible. C'était un cri de rage, une provocation, un refus de conformisme. Nos futurs, scandés par les Sex Pistols en 1977, exprimaient une révolte d'une jeunesse désenchantée face à un monde verrouillé par les élites. Mais aujourd'hui, cette formule résonne avec une nouvelle force, loin du simple nihilisme adolescent. La crise écologique, l'instabilité politique et l'effondrement des perspectives d'avenir rendent cette idée plus actuelle que jamais. Alors pendant que le réchauffement climatique s'accélère, que les catastrophes naturelles se multiplient et les ressources s'épuisent, loin des promesses de transition douce, le sentiment d'une planète en sursis s'impose. Peut-on encore inverser la tendance ou doit-on apprendre à vivre avec l'effondrement en toile de fond? Montée des extrêmes, défiance envers les institutions, effritement du lien démocratique partout, l'incertitude domine. La politique ne semble plus offrir d'horizon et le repli sur soi remplace les grands récits collectifs. Comment renouer avec une vision commune de l'avenir quand tout semble fragmenté? La promesse d'un futur meilleur que celui de nos parents ne tient plus. Pour beaucoup, l'impression d'un monde qui se renferme remplace celle du progrès. Et doit-on se résigner ou redéfinir nos ambitions? Car si le punk nous apprend une chose, c'est que si le futur n'existe pas, alors il est à inventer. Et donc pour affronter ce sujet entre espoir et chaos, nous avons la chance d'être entourés de 3 personnes qui, chacun et chacune, à leur manière, réfléchissent à ces notions. Suzy, tu es l'oreille, l'une des oreilles et une des mains derrière le label DY10, n'importe quoi, DI. Je fais une référence à une radio nantaise, mais tu viens de Nantes, on en parlera d'ailleurs. L'Enfant Pneu, label de musique, donc DI, aux influences rock, punk et expérimentales. L'Enfant Pneu, c'est un coin de bandcamp comme une passerelle brinque-ballante entre écoute numérique, sortie physique, concert live, graphisme et édition dans une soupe musicale alliant le synth-punk à l'expérimental. Tu es également musicienne et plasticienne. Tu fabriques des ponts organiques entre les médiums, de matière vidéo et sculpturale, dur à dire ce mot, à la performance sonore, écriture, édition et dessin. Tu racontes des espaces et des sensations en mutation, des catastrophes comme des solutions, et tu dresses un portrait d'une génération souterraine, rebelle et sans espoir. Salut Suzy. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci pour l'invitation. Et donc Suzy, tu es en compagnie de Patrick Boucheron, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes donc historien, spécialiste du Moyen-Âge et entre autres de multiples activités, producteur sur Radio France, co-scénariste de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, et vous avez écrit en 2023 l'ouvrage Le temps qui reste, et c'était un essai aux éditions du Seuil, et donc c'est un titre qui va nous intéresser un petit peu par rapport à notre thématique du jour. Un grand merci vraiment d'être avec nous. Merci à vous. Et on termine par toi, Benjamin Patino de la chaîne Bolchegeek, est-ce que je le dis bien? Bolchegeek. Tu es journaliste vidéaste et tu analyses et décryptes les imaginaires colportés par la culture populaire à l'aune des réalités politiques. Benjamin, tu analyses les sujets de société et politique à travers donc les cultures populaires, et tu es l'auteur surtout d'un livre, Le syndrome Magnéto, et co-réalisateur des formats web de ta chaîne pour l'humanité et Populaire, c'est ça? Populaire, c'est l'émission pour l'humanité, ouais, tous les mois. Exactement, plus Deep Web, Fantasia et Corporate sur Blast. Exactement. Merci aussi d'être avec nous pour cette émission. Pour l'invitation. Et puis, il y a FTGA qui nous fait le plaisir de rester avec nous après avoir participé au Feu à lac juste avant. Salut Eve.
Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, tu seras là pour faire une petite chronique tout à l'heure et puis participer au débat si tu as envie d'y participer. Avec joie, pardon. Alors, on va commencer. Patrick Boucheron, vous parlez dans ce livre, justement, Le temps qui reste, de l'arrivée au présent d'un futur proche, mais que l'on n'a pas considéré jusque-là, d'une crise de l'imminence. Alors moi, j'avais une question. Est-ce que dire que le futur, c'est maintenant, c'est ça, être punk ? Ah oui, ça peut l'être. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous me voyez, parce que je suis le seul à être né. C'est vrai, c'est un réflexe. Ouais. On a eu le même problème à la première Il émission. n'y a aucun problème. Mais C'est mon problème avec Camille, c'est qu'elle elle a l'habitude de tutoyer les gens au micro et moi de les vous voyer. Du coup, Non, je mais sais jamais c'est pas comment pour faire. vous mettre mal à l'aise, c'est pour vous dire qu'en 1977, moi, j'étais né. Et oui. À vous. Et non. Ouais. Et Il s'est passé beaucoup de choses en 77. Hein. Il paraît. Et ce qui est assez intéressant, au fond, c'est de voir qu'aujourd'hui, des slogans, mais c'est l'histoire, d'une certaine manière, des luttes et du mouvement social d'une manière générale, c'est que des slogans émancipateurs peuvent se retourner méchamment aux mains des puissants du moment. Par exemple, il y a plein de slogans de 68. Il faut jouir sans entrave, par exemple, qu'on ne dirait plus aujourd'hui parce que, évidemment, ils sont capturés par, disons, un monde trumpiste. Et la question de savoir qui dit aujourd'hui « il n'y a pas de futur » est une question sérieuse. Parce que, comme vous le dites justement, mais c'est pas à moi, effectivement, de statuer sur ce qu'est et ce que n'est pas le punk, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Évidemment, la question de dire nos futurs, c'était pas pour s'en réclamer, c'était pour protester contre le fait qu'il n'y ait pas de futur. On peut le dire de différentes manières. Par exemple, moi, je m'occupe d'un festival entre Narbonne et Carcassonne à La Grasse qui s'appelle le Banquet du Livre, et on avait appelé ça l'année dernière nos futurs, NOS. Hein, ça veut dire que c'est de ça dont on doit parler. C'est de la question de rendre collectif, de rendre efficient, de rendre désirable la question des futurs aujourd'hui. Benjamin Patino sur cette proposition de dire que le futur c'est maintenant. Oui, mais en fait, je rebondis complètement là-dessus parce que c'est aussi ce qu'on constate dans les imaginaires. C'est-à-dire que les imaginaires, nos futurs, qui sont très associés à la fin des années 70 et aux années 80, bah, c'est les imaginaires aussi de la science-fiction cyberpunk, qui tire son nom, hein, d'ailleurs, du mouvement punk, et qui était un imaginaire de protestation justement contre ce futur dystopique qu'on nous vendait, parce qu'en fait, au même moment, donc les punks disent nos futurs, mais Margaret Thatcher dit there is no alternative. C'est à peu près là aussi on commence à décréter la fin de l'histoire. Il n'y a plus de grands récits ni religieux ni politiques. Il y a le bloc de l'Est qui s'effondre. Et en fait, voilà, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus de futur. On n'imagine plus rien. Et la science-fiction qui va avec, c'est le cyberpunk, et qui est voilà, contre-culturel et protestataire. Et l'imaginaire cyberpunk, maintenant, mais c'est l'imaginaire, alors peut-être pas de Trump, mais de Elon Musk, de la Silicon Valley. Et il a été complètement capturé lui aussi pour comme une façon de dire finalement cette dystopie c'est un peu ce qu'on veut et en fait on va la mettre en place, et ils en font la version qu'on a maintenant, qui est la version vraiment assez nulle du cyberpunk, qui est celle de l'imaginaire des oligarques de la Silicon Valley. Suzy, pour toi qui a un point de vue plus artistique peut-être de la question, c'est quoi le punk? Pour moi c'est une idéologie, enfin ça peut être un mode de vie aussi, même si je trouve que les punks sont super débiles en fait. Mais ben voilà, c'est dit. Non, on commence bien l'émission. Mais enfin non, mais il y a Pourquoi super débile? En tout cas, tu vois, quand tu croises un punk à chiant dans la rue, il est super débile. Enfin, en fait, il y a cet imaginaire-là aussi du truc où en fait, on se pose même pas forcément de questions, juste on nie un peu tout et on est gens foutistes totalement sur toutes les questions. Et du coup, on est presque peut-être un peu apolitique en fait aussi. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça derrière. Après, bien sûr, c'est un mouvement musical. Au niveau du son, genre, c'est un truc qui a forgé énormément de styles qui existent aujourd'hui. Et moi, j'aime ce rapport en fait où on mélange maintenant un peu tout ça et qu'est-ce qu'on en tire aussi. Qu'est-ce que ça donne en fait. Mais pour revenir à la question un peu plus idéologique du punk, pour moi c'est plus en fait justement au contraire se poser des questions pour
pour casser les codes et tout ça, et du coup c'est peut-être pas très punk au final, je sais pas, mais Bon, on va en parler tout au long de cette émission. Peut-être pour donner quelques pistes, je voudrais vous faire écouter un extrait de Virginie Despentes, quand même sacrément punk, qui est extrait d'un interview dans les nuits de France Culture en juin 2024 à propos de son livre Qu'est Bondy. On trouvait que ça représentait bien notre débat du jour. On s'écoute ça et on réagit tout de suite. Où effectivement on devient comme les rockers qui tombent dans le business et dans les grandes majors, ou alors l'alternative peut pas vivre, c'est ça ? En tout cas, une société pas plus forte que tout, mais une société qui fonctionne vachement efficacement autour de ce truc de profit, beaucoup plus efficacement que nous on fonctionnait dans l'alternative, parce que le profit au moins c'est pas compliqué, on sait comment faire, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va essayer de faire. Donc elle fonctionne mieux que l'alternative, et ça c'est la première. Mais l'autre, je trouve que l'autre découverte difficile de la fin des années 80, c'est aussi à quel point on a un potentiel autodestructeur chez les indépendants. À quel point les gens vont se démerder pour se foutre en l'air tout seuls, parce qu'en fait quelque part ça fait partie des tensions dans le punk. Il y a un truc très positif, très constructif, très vivant quoi, mais il y a aussi un pôle morbide extrêmement actif quoi. Parce que le punk rock, quand même, l'idée de base, c'est de mourir très jeune, quoi. Donc, quand on meurt pas très jeune, qu'est-ce qu'on devient? C'est un peu la problématique du bouquin, quoi. Mais ceci dit, Gloria, donc l'héroïne du roman, quand on la prend au début du roman, elle a un peu plus de 30 ans. Si on lui retire la musique, c'est juste une clocharde, quoi. C'est votre petit camarade Patrick Eudeline qui me disait un jour dans cette même émission que le rock n'apprenait pas à vivre. Je trouve que c'est les deux, moi. Je trouve que effectivement, ça apprend pas bien à vivre, et en même temps, quand je vois des gens, qui n'ont aucune formation punk rock, je les trouve un peu perdus aussi. Parce qu'on n'est pas non plus dans des sociétés où les gens sont très heureux, en général, de toute façon, quoi. Donc au moins, le rock, je trouve que ça permet d'essayer de garder un contact avec soi-même et ses émotions, quoi. Et même des choses extraordinaires comme le rock, c'est une bonne école de pas avoir peur de sa vulnérabilité ou pas avoir peur de perdre. Et pas avoir honte d'être un loser, par exemple. Je trouve que c'est quelque chose de vachement important, on peut avoir honte de son échec. Alors, ce punk qui est à la fois une bonne école pour ne pas avoir peur de la vulnérabilité, de ne pas avoir peur d'être un loser, mais en même temps morbide, où est-ce qu'on place la débilité des punks là-dedans ? Elle est pour toi celle-là, Suzy. Et ouais. Non, peut-être pour t'aider un petit peu, elle parle aussi du potentiel autodestructeur chez les indépendants. Je pense que ça te parle beaucoup. Cette philosophie du punk, du coup, qui a la capacité à se foutre en l'air tout seul, comme dit Virginie Despentes, elle est en même temps, comme disait Florian, aussi une source de vulnérabilité et d'accepter aussi l'échec. Comment tu le vois, toi ? Ok, ça t'a pas du tout aidé comme lancement. En fait, j'ai l'impression de... Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être vraiment punk au final, tu vois, par rapport à toutes ces dimensions-là. C'est un truc, au lycée, on m'appelait la punk, tu vois, et j'étais en mode, bah oui, c'est aussi une étiquette. Je suis crado et je suis en mode, ouais, et tout, et tu bois des bières derrière le lycée, et voilà, mais ouais, c'est une étiquette, en fait, aussi, et évidemment que c'est hyper autodestructeur, ce mode de vie-là, justement, genre, qui va aussi avec le monde de la musique et tout ça, et il y a pas que dans le punk que c'est destructeur. Mais voilà, la drogue, l'alcool, la vie la nuit, les agressions, tout ça, ça on pourra en parler aussi parce que c'est quand même un sujet assez important dans la musique, en tout cas dans le milieu de la fête. Donc oui, pour moi le punk est un peu mort déjà, et je sais pas si c'est une bonne chose de le ressusciter forcément, ou en tout cas pour moi il faut le ressusciter, mais à travers d'autres choses qui sont pas forcément typiquement punk en fait, parce que aussi le typiquement punk maintenant c'est une étiquette, une image, c'est commercialisé, capitalisé sur tout ça. Genre tu vas en Angleterre, à Londres ou quoi, tu vois les punks qui prennent des photos avec les touristes, c'est un peu n'importe quoi, et pour moi c'est mort en fait, ce truc là il est mort, juste il peut encore exister en fait dans des morceaux dans la musique qu'il y a maintenant, par exemple. En fait t'as des influences qui restent, qui sont là et qu'il faut garder. Mais bon, le punk, il est mort, il faut pas essayer de le ressusciter parce que sinon on capitalise, et on sait ce qu'on fait d'ailleurs déjà. Excuse-moi, du coup j'interviens, salut. Ève. Je me demandais effectivement, j'ai regardé simplement le punk, l'étymologie, apparemment ça viendrait du latin punctum, qui est la piqûre. Donc clairement, peut-être les gens qui se piquent, hein, voilà. Alors on va pas aller directement là, mais je te rejoins dans la réflexion du punk est mort, puisque déjà de base, on est, comme le dit Virginie Despentes, il y a quelque chose d'hyper positif de ok, on va
va essayer de faire des choses, mais on a conscience qu'en fait, ce qui défile devant nous, c'est pas de très bon augure. Donc pour nous, c'est effectivement, on est dans nos futurs, mais peut-être on peut penser à des choses où forcément on va vivre l'instant présent ou pas faire des plans parce qu'on sait que faire des plans, ça va nous amener à rien. Et il y a le côté du coup, autodestructeur qui te nivelle par le bas malheureusement. Alors il peut y avoir là-dedans de la création artistique dans les deux sens. Enfin, je pense que être punk, c'est être les deux côtés de la pièce quelque part. Après, moi-même, je ne suis pas punk. Je crois que ça se voit sur ma tête, mais dans le sens où, après, j'adore les 8-6, mais c'est pas le sujet. Mais dans le sens où, effectivement, est-ce que c'est pas un petit peu être ces deux personnes à la fois, et du fait que si le punk rentre dans des logiques capitalistes, c'est-à-dire se vend, effectivement, c'est là où il est mort, quoi. Oui, complètement. Pour moi, c'est un peu le. Tu sais, il y a toujours en fait ce circuit des cultures alternatives qui, une fois qu'elles deviennent connues, en fait, elles sont plus alternatives, donc elles sont plus punk. Et ce truc-là, c'est un cycle un peu sans fin, en fait. Et du coup, tu recrées à contrario un souterrain, machin, et puis en fait, dans 20 ans, ça sera connu, et du coup, machin. Enfin, c'est toujours ce cycle-là. Et genre, pour moi, ce qui est important et ce qui est, pour le coup, peut-être le plus punk à faire, c'est pas de essayer de recycler le mouvement punk des années 80, mais c'est de recréer des cellules souterraines différentes, en fait. Voilà. Alors, Patrick Boucheron, on a commencé un petit peu à en parler juste avant. Alors, je sais plus si on se tutoie ou si on se voit, du coup. Allez, on se tutoie. Allez, d'accord. Allez, on se tutoie, soyons J'ai gagné. Alors, oui, donc tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais face à quel monde, en fait, exactement, dans la fin de ces années 70, le punk réagissait ? Alors, c'est ça qui est intéressant. Quand je disais, il y a beaucoup de choses qui se passent en 1977. Il y a un livre d'ailleurs de Jean-Marie Durand, qui est un journaliste aux Inrocks, qui s'appelle 1977. C'est pas seulement des Sex Pistols, c'est beaucoup de choses dans le monde, en France en particulier. Moi, j'ai dirigé avec d'autres un livre qui s'appelait L'histoire mondiale de la France. 1977 pourrait faire partie de cette chronologie. Comme tu le disais, effectivement, il y a cette illusion que quelque chose est en train de s'achever parce que voilà, le monde est plein. Mais c'est vraiment, d'une certaine manière, une révolte de riches. Alors évidemment, pas pour dans les bas-fonds de Londres, hein, mais globalement, voilà, le mouvement punk, qui prend les bourgeoisies européennes à ce moment-là, il est lié aussi à tout un mouvement qu'aujourd'hui on peine effectivement à reprendre tel quel. D'une certaine manière, être punk aujourd'hui, ça ne veut pas dire reprendre les mêmes formules. De même que on peut parler d'histoire intellectuelle, il y a plein de choses évidemment dans les fins des années 70 qui nous enthousiasment encore, qui nous inspirent encore, qui nous renversent encore, mais on ne va pas les ânonner. Voilà. Du point de vue de ce qui nous intéresse, puisque tu parlais de ce petit livre que j'ai fait et qui date déjà, parce que c'était en 2023 et ça nous paraît très vieux. Le vieux monde. Ouais, c'est vraiment le vieux monde. Qu'est-ce qu'on disait en 1977 pour essayer par exemple, de susciter des prises de conscience quant au développement accéléré de la destruction de la planète. On disait, faites ça pour vos enfants. Le futur, c'était celui qu'on ne vivrait pas, mais celui que par responsabilité, on devait engager, pas pour nous, mais pour nos enfants, si on en a. Aujourd'hui, on comprend bien, c'est ce que j'appelais la crise de l'imminence, que si on a quelque chose à faire, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est pas pour les enfants, c'est pour nous aujourd'hui. Et même pour moi qui suis vieux. C'est-à-dire que je verrai les conséquences du changement climatique à hauteur d'existence humaine. Et c'est ça l'imminence. C'est-à-dire que c'est pas justement c'est au fond, c'est aujourd'hui. Voilà. Et le paradoxe, c'est que peu importe qu'on soit optimiste ou pessimiste, mais ce qu'il faut, c'est avoir un optimisme de méthode, c'est-à-dire que le pessimisme ne paralyse pas l'action. Voilà. Et donc, toute la question, au fond, c'est d'aller chercher dans les années 70 des ressources d'énergie. Parce que c'est maintenant. C'est ça la question, c'est maintenant. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça, c'est vraiment le cœur même du concept d'anthropocène, c'est que avant, en 1977, ou au moment où moi j'étais étudiant, on disait il y a le temps des hommes et il y a le temps de la Terre, mais ils sont incommensurables, ils sont pas à la même échelle. Et aujourd'hui, on sait que voilà,
puisque les sociétés humaines sont dans leur capacité de transformative une force géologique, les décisions politiques d'aujourd'hui peuvent effectivement avoir une influence sur le monde de demain, mais pas d'après-demain, de demain pour nous. Voilà. Et ça, c'est un changement majeur qui ne connaît aujourd'hui aucune traduction politique. Et de quelles ressources on peut se servir des années 70 concrètement aujourd'hui ? Parce que ce sont quand je dis, c'est la capacité de renversement. Tous ces gens-là étaient des grands renversants. C'est-à-dire, on peut parler du rock comme, je sais pas, Deleuze, Foucault, aujourd'hui encore. C'est des gens qui renversent véritablement nos certitudes. Et cette question, effectivement, du no futur, elle est assez intéressante parce que, dans la culture rock, il y a cette idée autodestructrice, comme tu dis, la frontière de 27 ans. Beaucoup meurent à 27 ans, mais pas tous. C'est-à-dire que c'est pas écrit au ciel qu'on puisse pas faire du rock à 80 ballets. D'ailleurs, il y en a qui le font. Et d'ailleurs, il y en a qui le font. Voilà. Et il y a un moment, et c'est pas inintéressant quand même, quand à ce point-là, notre mythologie s'écarte de la réalité. Benjamin, c'est qui les grands renversants de la pop culture aujourd'hui ? Justement, je pense que c'est un peu ça le problème, c'est que le punk est mort. Moi, j'aime bien les gens qui disent le punk il est pas mort, il est dilué, quoi. C'est que en fait, il y en a toujours un petit peu et ça a instillé un petit peu tout. Mais une contre-culture, et c'est valable pour le punk comme pour les hippies, les mods, les rockers, ce que vous voulez, même le hip-hop d'une certaine façon. C'est pas fait pour être tu parlais de cycle, c'est pas fait pour être quelque chose qui dure 50 ans en fait. C'est fait pour répondre à un moment et toutes les décennies un peu, il y avait ça. Et moi, je trouve que justement, on est plutôt dans une époque depuis, disons, 10-20 ans au moins, culturellement et notamment au niveau de la pop culture, qui est une époque un peu arrêtée, c'est-à-dire où on télescope un peu toutes les nostalgies des époques précédentes, notamment la nostalgie des années 80, et on peine à trouver les nouveaux mouvements contre-culturels. C'est-à-dire que revenir au punk pur ou au rock pur ou au hippie ou à je ne sais quoi directement, c'est pas leur faire un grand hommage parce qu'en fait c'est que de la nostalgie et c'est que revenir à un truc qui a été pertinent pendant une époque. C'est bien de l'avoir en soi et justement de le garder en héritage et d'aller trouver, j'aime bien cette idée d'aller trouver l'énergie là-dedans, mais ce qu'il faut c'est il faut à notre époque, à notre moment culturel, ce qu'a été le punk pour son moment culturel, ce qu'ont été les hippies pour leur moment culturel, et on pourra remonter même aux années folles, n'importe quoi. C'est ça presque qui est compliqué. Et moi, comme je suis beaucoup effectivement sur la pop culture, même si j'essaie d'entendre la culture populaire à un sens plus large que ça, ce qu'on peine à trouver, c'est ces nouvelles contre-cultures. Et peut-être qu'en fait elles existent, elles sont en train de naître, et c'est pas moi qui vais les anticiper en fait. Je suis déjà trop vieux peut-être un petit peu pour ça, mais c'est ça qui doit naître. On ne sait pas quelle forme ça va avoir. Et c'est peut-être là en germe quelque part, mais on ne peut pas en faire la prophétie, et ça ne sera certainement pas un revival quelconque d'une contre-culture précédente. Ce serait vraiment antinomique avec l'idée même de contre-culture. En parlant de contre-culture, je vous propose de faire une petite pause musicale qui a été choisie par Suzy. Le premier morceau, c'est Coltar. Coltar, ouais. Ouais, tout simplement le Coltar, être dans le Coltar. Le groupe, c'est Coltar. Très bien. Et le morceau s'appelle Cérémonie. Tu nous en parles un petit peu avant que je l'envoie ? Ouais. Et ben en fait, du coup, ce projet Coltar, c'est le projet qui a lancé le label, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis un peu en premier aussi dans le... et c'est aussi un des projets qui se rapproche le plus de l'énergie punk, justement, genre... Mais c'est intéressant par rapport à ce que tu disais avant, parce que c'est aussi, en fait... c'est assez éclectique comme punk, et en fait c'est très mélangé à des nouvelles choses qui se passent maintenant dans la musique, avec la musique électronique et l'expérimental et tout ça, et voilà. Et c'est un morceau en gros qui parle d'une incompétence et d'une non-volonté d'avoir des liens sociaux et amoureux, et donc c'est un peu un no futur sentimental, quoi. Voilà. Parfait, on s'écoute ça. Donc c'est Coltar Cérémonie du label L'Enfant Pneuse, sorti en 2021. On revient tout de suite.
pour passer à la seconde partie de notre discussion, je voulais lire un extrait de la fin de l'intro du mémoire de Suzy qui s'appelle Débordement, qui est sorti en auto-édition à l'hiver 2024 et qui parle en résumé d'expériences sensibles, fluviales et territoriales comme projection apocalyptique et possibilité de mutation de la révolte. Je vais essayer de prendre ma plus belle voix. Tout bouillonnait à l'intérieur et les discours rassurants de l'État sonnaient comme des insultes à nos oreilles. Cette odieuse hypocrisie totalitaire parsemée de réappropriations culpabilisatrices chatouillait nos colères jusqu'aux coins les plus exigus. Et nous ne savions plus où placer notre puissance. À grands coups de mensonges et de violences policières, de fermetures de squats et de dissolution d'associations, à force de barbarisme intolérable et de menaces, nous pensions qu'il fallait s'en délivrer. Nous espérions que les changements de la Terre soient nos alliés dans le temps. Nous étions prêts et prêtes pour la fin de ce monde. C'est clairement nos futurs. Pourquoi avoir écrit ce texte, Suzy ? Moi, j'ai un avis assez tranché par rapport à la question écologique à ce niveau-là. En fait, moi, je suis pour la mort des humains, très clairement. Ok. C'est-à-dire que... Ah oui, rien que ça. Non, mais en fait, je trouve que l'idée de l'extinction de l'espèce humaine est belle et elle ne me fait pas peur. Et, après, c'est dans un temps géologique, hein, bien sûr. Hein, je parle pas de ma vie à moi, j'ai pas envie de mourir, ça va être horrible. Ça va être horrible, mais dans une temporalité, en fait, à l'échelle de la Terre. Et moi, je crois, en fait, en la réappropriation de la Terre par la Terre et que les humains n'aient pas forcément de rôle là-dedans. Et moi, je trouve que c'est une idée qui est belle. Elle peut être vue comme très pessimiste, mais moi, je la trouve pas si pessimiste que ça, au final. Juste avoir la conscience toujours que la Terre, elle va survivre, elle va faire ses trucs, même si on n'est plus là, et que on est un peu les nombrils du monde, alors que sur le temps géologique, ça fait pas longtemps qu'on est là et on va pas rester longtemps. Voilà, mais c'est un rapport que j'aime, qui me rassure un peu, bizarrement, même si c'est un peu un trou noir quand même pour nous. Mais voilà, et du coup, plus lié à la vie, à l'échelle humaine, à ma vie à moi par exemple, j'essaye de croire, et j'aime en tout cas à penser des fictions aussi où en fait les cataclysmes climatiques peuvent être des solutions en fait pour changer le monde et changer la vie des gens, même si évidemment ça passe par des morts, des moments horribles, et surtout aussi que ça peut vriller en fait totalement en dystopie. Et moi j'ai un peu tendance des fois je suis un peu quand même optimiste dans le sens où je me dis waouh, tout le monde va mourir, les méchants ils vont mourir, et après on sera là, on sera bien, on sera dans ces petits villages. Et on va pêcher, on va faire on va cultiver notre terre, machin, mais ça va être un délire, quoi. Mais surtout, voilà, pardon. Mais je trouve que c'est vachement repris justement dans la pop culture où tu as tous ces dystopies majoritairement à propos de toutes les séries ou les livres qu'on a à propos de zombies, en fait. C'est le fait que oui, une partie de nous meurt, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait des corps, comment on vit en société si une grosse partie de nous meurt, qu'est-ce que nous rappellent les zombies par rapport à l'espèce humaine. Enfin, je trouve que c'est quelque chose justement qui est vachement exploré artistiquement, notre fin. Enfin, voilà. Oui, absolument. Peut-être, Benjamin, de ton côté, toi, tu as pas mal étudié ces questions-là dans la pop culture. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Très clairement, et ça a été quantifié, notamment, je salue comme d'hab le travail de Raphaël Colson qui a fait une encyclopédie du post-apo et qui a quantifié tout ça. Le post-apocalyptique et notamment le zombie qui en constitue maintenant quasiment la moitié du genre, a explosé en fait ces dernières décennies. Ça a toujours existé, hein, et c'est lié aux peurs un peu de chaque époque, alors le nucléaire, les épidémies, les trucs, les machins, mais en termes de quantité d'œuvres, c'est vraiment ultra hégémonique dans la science-fiction. Et bon, moi j'ai une hypothèse un peu au doigt mouillé, mais à partir du moment où justement on décrète nos futurs et there is no alternative, et qu'est-ce qu'elle peut imaginer en fait la science-fiction à partir de là. Bon, en fait, ça c'était l'époque du coup du cyberpunk, et on imaginait le futur comme une dystopie, mais à partir du moment où justement on n'a plus de futur à imaginer, pour moi effectivement il n'y a que deux solutions. C'est soit on fait ce qu'on appelle du rétrofuturisme, c'est-à-dire le steampunk, etc. Mais même en fait le cyberpunk est devenu un genre de rétrofuturisme, puisque c'est juste une nostalgie aussi du futur tel qu'on le voyait dans les années 80, et c'est criant quand on voit tous les gadgets de merde de Musk et trucs comme ça. Il vit dans une espèce de nostalgie, un truc un peu ringard, comme ça, un peu nul. C'est de pas dire que le cyberpunk c'était nul, mais en fait ce qui en persiste des fois est une version un petit peu comme ça, un peu naze. Donc soit on revient en arrière à des imaginaires à une époque où on imaginait encore du futur, soit on imagine la fin du monde.
Et là, en fait, c'est tout l'univers post-apocalyptique. Alors, c'est la phrase de Jameson qui est super connue, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, quoi. Et donc, en fait, c'est quand on se dit, en fait, on n'a pas de futur, mais on voit bien que ça marche pas, donc ça va s'effondrer, on va vivre dans les ruines du capitalisme. Et c'est clairement un truc comme ça. Et même, alors, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, du coup, on trouve dans le post-apo des fois des moments c'est le seul genre où on va voir des gens refaire communauté et voir pas de l'utopie, mais en tout cas des gens qui vont un petit peu dans quelque chose, qui recréent un petit peu quelque chose derrière. Donc il y a ça. Et moi je suis un peu critique, notamment il y a tout un discours dans les imaginaires, notamment en littérature de l'imaginaire, de dire qu'il y a un discours politique de dire il faut refaire des avenirs désirables. Et c'est vraiment un vœu pieux. C'est-à-dire, en fait, tout le monde n'arrête pas de dire faut faire des imaginaires désirables, mais en fait personne ne le fait vraiment, quoi. C'est-à-dire que parce que c'est pas vraiment possible. Et d'ailleurs, dans justement ce punk du cyberpunk, qui est devenu ensuite le steampunk, le biopunk, les trucs comme ça, maintenant, alors il y a le hop-punk et le solarpunk. Et en fait, on en parle énormément, mais en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire, en fait, c'est un genre éditorial où rétroactivement, on va mettre des œuvres en disant, ouais, bon, il y a des panneaux solaires, c'est du solarpunk. Il y a des exemples, mais c'est pas un vrai genre, en fait. C'est pas un vrai genre parce qu'on n'arrive pas à imaginer, en fait, ça. Et du coup, on tombe dans une espèce de truc un peu doudou on veut des imaginaires de futurs désirables, un peu technosolutionnistes comme ça. Alors, des fois, avec des belles valeurs, quand même, des trucs un peu justement écolo et tout, mais en réalité, c'est un truc un peu marketing et qu'on aimerait bien que ça existe, mais c'est pas ça. Ce qui domine, c'est le post-apo. Et pardon, je suis un peu long. Et par contre, il y a un autre truc que je trouve intéressant, c'est que maintenant, on se retrouve aussi avec des imaginaires. Typiquement ce qu'on appelle les liminal space, ce genre de choses comme ça, qui sont très populaires sur Internet et que je trouve déjà un petit peu plus proche de quelque chose qui pourrait être contre-culturel, même s'il n'y a pas encore l'engagement forcément politique derrière, mais qui est vraiment intéressant et qui est un truc qui vient vraiment de la base, qui vient vraiment des gens, et c'est les imaginaires d'espaces vides, en fait, comme ça, de bureaux. Et je trouve que c'est une étape encore supérieure parce que c'est un imaginaire post-apo, c'est-à-dire de l'hypermodernité complètement vidée des humains, justement comme ça, mais pas en ruine. C'est-à-dire c'est une espèce de temps arrêté, comme ça, c'est vraiment le no-futur absolu. C'est une espèce de purgatoire où on se trimballe dans des immeubles de bureaux, des espèces de Ikea vides comme ça, géants. Et je trouve que c'est pertinent de voir que c'est un des imaginaires et une des esthétiques qui est en train de beaucoup monter et qui pousse le truc encore plus loin. Je viens de finir Severance, ça me fait un petit peu. Oui, bien sûr, Severance qui reprend explicitement l'univers Liminal Space. Ils sont vraiment inspirés de ça. Patrick Boucheron, entre fin du capitalisme, fin de l'espèce, fin du monde, comment est-ce qu'on pense ça en tant qu'historien ? Ouais, moi je suis historien dans le civil et je suis même historien du Moyen-Âge. Donc l'histoire de la fin du monde, c'est une vieille histoire. Ouais. Ce n'est pas d'hier, c'est d'avant-hier qu'on pense au fond l'apocalypse comme un refuge. C'est assez confortable de se dire de toute façon on va vers la fin et ça sera pas si mal. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Et ne croyez pas que ça serve toujours à la contre-culture. C'est presque le contraire. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui se passe... Alors évidemment, tout ça peut être... Tu dis, c'est ringard, Musk... Oui, enfin, c'est peut-être ringard, mais enfin, c'est quand même terriblement puissant et ça n'a jamais été aussi dangereux. Et d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est de lire tous ces gens-là. De les traduire, si on ne sait pas l'anglais. C'est ce que fait la revue Le Grand Continent, qui a commencé à... donner à lire, à commenter et à comprendre le corpus théorique de cette contre-révolution puissante, où il y a plein de choses. Il y a effectivement du post-apocalypse, il y a effectivement des gens qui sont eschatologiques au sens où l'apocalypse, c'est pas la fin du monde, c'est la révélation. C'est le moment où on comprend qui étaient effectivement les vrais maîtres. Bon. Bref, tout ça a l'air d'être un gloubi-boulga, mais sauf que le problème, c'est que ces gens sont au pouvoir et puissants comme jamais, et que c'est une oligarchie mondiale. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question de la fin du monde, elle est aujourd'hui, qui a toujours été un horizon de pensée, elle est un peu compromise par l'usage oligarchique qu'on en fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, en réalité, on le comprend. Une partie, ça c'est ce que Nathaniel Rich a montré dans ce livre fameux, justement, au moment du punk, pas 77, mais 3 ans plus tard, au début des années 80, ça s'appelle Sauver la Terre, non, Perdre la Terre, justement, son livre. Il montre que, voilà, le capitalisme, comme tu dis, enfin, en tout cas, voilà, des grands industriels comprennent
à partir de ce moment-là, que le système économique est insoutenable, au sens propre, c'est-à-dire que la Terre ne peut pas le soutenir, et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et à ce moment-là, on va continuer pendant 20 ans, 30 ans, à dire la croissance, vous inquiétez pas, mais eux savent qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et commencent à organiser le sauve qui peut pour quelques-uns, qui s'appelle Musk. Et par conséquent, aujourd'hui, je trouve que dire ça va être la fin du monde, c'est encore trop joli. C'est pas la fin du monde, c'est juste un monde dégradé, abîmé, invivable, enfin, pas invivable, on arrive toujours à vivre, hein. On pourra toujours, hein. Mais et puis surtout terriblement injuste, parce que rappelons quand même que la question en fait climatique, elle est à la fois globale et discontinue, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde, mais pas à la même intensité. Et ça, et ici là, on ne sera pas forcément les plus durement frappés. Donc, évitons de nous réfugier dans des idées trop confortables. Et peut-être que la fin du monde est une idée confortable aujourd'hui. Justement, parlant de fin du monde, moi ça me fait penser à un sujet que vous avez traité tous les deux dans une vidéo, pour de ton côté Benjamin et Patrick dans ton livre. C'est le film Don't Look Up. On parlait de l'ancien monde, on a l'impression déjà que ce film, alors qu'il était très marquant à l'époque, c'était il y a 2 ans. On a l'impression que c'était il y a 50 ans. Tout le monde a oublié ce film-là. Et pourtant, ça parlait de fin du monde et de cette non-réaction face à cette fin du monde. Et plus le temps passe, plus on se rend compte que tout se passe exactement comme dans le film. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce que 2 ans après, vous l'analysez, ce film? Qu'est-ce qu'on en retient? C'est un peu plus que 2 ans quand même. 3 ans? Moi, il me semble que c'était au festival. C'était sorti juste avant le festival, justement, il y a 2 ans. D'accord. Donc, peu de choses près. Je sais plus la date exacte. Ouais, on avait fait une vidéo sur la chaîne de l'Humanité justement là-dessus. C'était la première qu'on avait faite pour eux, et c'était 1 an justement après pour dire mais en fait est-ce que Don't Look Up a échoué? Et en fait, de fait oui, parce qu'en fait c'était un film qui était très très clair sur son allégorie et qui traitait, et en plus qui actualisait complètement le truc, parce qu'il y avait déjà ce truc de en fait les puissants, en fait, c'est foutu. En fait, eux ils vont partir en fusée et ils vont aller sur une autre planète. Alors ils traitaient le truc d'une manière qui était rigolote, parce qu'ils disaient aussi en plus ils sont tellement nuls et incompétents qu'ils sont capables de se planter eux-mêmes et tout. Mais en réalité, donc nous on disait que oui, le film quelque part il a échoué puisque ça n'a rien arrêté. Mais après là on arrive sur un autre terrain qui est que moi je pense pas que ces imaginaires vont arrêter quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est un symptôme, c'est un film qui est fait sur une démarche militante, on peut dire. C'est-à-dire que Adam McKay, le réalisateur, c'est quelqu'un avec sa boîte de prod Hyperobject qui dit volontairement moi je vais faire des films pour bousculer un petit peu les consciences. Mais c'est pas un film, même que si tout le monde le regarde sur Netflix, qui va faire que le système industriel tout d'un coup va changer. En fait, ça sera toujours les conditions matérielles qui vont dominer, et c'est un truc qui est un peu déprimant, notamment pour les gens comme moi qui aiment bien parler. J'aimerais dire en fait un film va bousculer les consciences et va tout changer, mais quelque part c'est intégré au film Don't Look Up déjà, c'est-à-dire que eux-mêmes ils essaient de bousculer plein de choses dans le film, ils font des concerts, des machins, des trucs comme ça, et ça ne change rien, en fait, ça ne change rien. C'est très bien de se battre, mais la solution viendra pas d'un film sur Netflix. Et je pense qu'il faut pas se déprimer avec ça, parce que de toute façon, il y avait rien de mieux à en attendre, à part que c'est un film qui est marrant et qui a fait le taf, quoi. Ouais, le taf, c'était de dire que ça marche pas. C'était de dire qu'en fait, on ne soulève pas les consciences avec ça. Et Bruno Latour, qui avait écrit un article sur Don't Look Up, disait finalement, c'est ça, l'écologie politique, elle réalise l'exploit d'être à la fois terrifiante et nous faire bâiller d'ennui. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est apocalyptique et en même temps tout le monde s'en fout, on pense à autre chose. Et donc c'est ça l'articulation. Il faut comprendre comment effectivement le discours apocalyptique est en fait une sorte de doudou, douillet, qui ne mobilise plus personne. Donc le film, il posait un diagnostic, ce qui est déjà pas mal, hein. Et de manière marrante, voilà, avec tout le cynisme et l'ambiguïté qui est que c'est Netflix qui fait ce truc, voilà. Mais on en est là, quoi. Et effectivement, le constat il est posé. Tout ce qu'on peut dire contre, je suis d'accord avec toi, c'est du marketing.
des futurs désirables, etc. Mais il faut souffler sur les braises. De toute façon, sauf à considérer que c'est foutu, ce que par méthode, moi je n'accepterai pas. De toute façon, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, si, moi je suis d'accord. En plus, moi je disais pas ça pour dire il faut pas imaginer faire des imaginaires désirables, justement, des futurs désirables. C'est que je constate que il y a une forme de réconfort là-dedans et d'escapisme en fait là-dedans, et que concrètement, culturellement, ça ne monte pas. Donc, mais par contre, je suis d'accord, c'est que la solution elle est ailleurs. C'est qu'il y a peut-être d'autres types d'univers. Et d'ailleurs, le fait que dans le post-apo, on voit commencer à poindre justement des récits où ils essaient justement de reconstruire autre chose de l'humanité, c'est peut-être le signe que on repart sur de la recherche, comme ça a pu l'être justement dans les années 60-70, à essayer de retrouver des formes d'émancipation future et des choses comme ça. Mais on ne sait pas d'où ça va sortir culturellement, quoi. Je vous propose, parce que il n'y a peut-être pas plus de futur, mais on peut encore en rire. Je vous propose une petite intermède avec la chronique d'EvTGA qui va nous parler du No Futur à sa sauce. On revient tout de suite pour réagir à sa chronique. C'est à toi, je te donne le mic. Merci beaucoup Camille, merci. Je suis ravie d'être dans votre présence, d'avoir cette conversation, parce que je prends des notes depuis tout à l'heure, je dois vous dire. Donc moi, en tout cas, j'ai un futur ce soir. Si vous regardez toutes les références que vous avez données, c'est super. Alors, nos futurs, voilà, moi je m'appelle Eve, je fais des chroniques, j'ai un diplôme d'anthropologue, parfois je fais des chroniques, donc je me nomme moi-même anthropo-chroniqueuse ou anthroponiqueuse, pour les plus intimes. Mais effectivement, j'essaye d'allier un petit peu ce qu'on voit de la vie avec un peu d'humour. Parfois j'y arrive, d'autres fois pas. Là, le sujet aujourd'hui sur On n'est pas fâché, c'est nos futurs. On est là, super, c'est bon. Alors je crois qu'on est un peu fâchés quand même. Alors pas les uns avec les autres, mais en général contre le monde. Moi, je m'intéresse toujours à l'étymologie de base des mots. Et donc, mouvement Nos Futurs, il est né donc au Royaume-Uni, en crise, avec une jeunesse qui voyait un avenir partir en fumée, du chômage, de l'austérité, des dirigeants déconnectés. Pourtant, ils n'avaient pas encore Bayrou. Mais voilà, ils avaient Margaret Thatcher, c'était tout aussi strict. À l'époque, Sex Pistols hurlaient leur rage, et pourtant, voilà, ils n'avaient pas un gouvernement actuel. Les Clash, ils prenaient la rue, les guitares explosaient littéralement sur la scène, parce que quand tout part en vrille, parfois, on a juste envie de casser des trucs. Le mot punk, à la base, c'est un terme d'argot anglais qui voulait dire vaurien, minable, piqué, ou même pire, 17e siècle, il désignait un bon à rien, voire une prostituée. Wow! Alors, c'est parti, c'est la fête. On va se réapproprier le terme, mesdames et messieurs, et les autres. Et donc, ils se sont dit, en 77, on va reprendre le terme, et on va le lever haut et fort. Donc c'est ça le punk, reprendre l'insulte, en faire une armure, et gueuler plus fort que le mépris. Aujourd'hui, même recette, même goût amer, on est pareil avec des taux de chômage, on a une crise de confiance avec notre gouvernement, on a une politique d'austérité et une petite guerre peut-être entre les États-Unis et la Russie. Enfin bon voilà, on est vraiment bonne circonstance. Sauf que maintenant, la culture coûte trop cher, enfin en tout cas, ils essayent de nous couper un petit peu les budgets. La révolte coûte cher, l'électricité coûte cher, la bière coûte cher, et si tu ouvres trop ta gueule, t'es blacklisté, donc je vous annonce directement, c'est ma dernière chronique. Alors oui, Nos Futurs, version 2025, c'est peut-être plus violent. Avant, on pouvait encore foutre le feu sur scène. Aujourd'hui, la colère est là, mais elle cherche un exutoire peut-être différent. Alors, dans certains cas, il y a des personnes qui dirigent cet exutoire contre les Noirs, les Arabes, les féministes, les jeunes, les vieux, les veufs, le double adhésif, prendre son plafond, poncer ses murs. Enfin bon, je m'emballe, excusez-moi, je suis en plein travaux. Voilà. Mais... Donc voilà, on fait pas. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire effectivement? Comment est-ce qu'on exulte les choses? On essaie de trouver des solutions. Alors on m'a dit Eve fait des vannes. Là, je vous ai vu que je largue plus les vannes que autre chose. Mais la colère, elle se noie où? J'ai remarqué un petit peu que ça se noie aussi sur les écrans, où on la vend en forme de contenu. On a des contenus masculins, on a des contenus. Majoritairement violent en fait. Genre moi j'imaginerais pas être adolescente aujourd'hui et avoir effectivement le volume de choses qui nous sont proposées qui est parfois hyper bien parce qu'il y a beaucoup de solutions et beaucoup de choses qui sont proposées, mais en même temps ça fait extrêmement peur. Donc on peut aller scroller jusqu'à l'oubli et devenir un punk 2.0 peut-être juste en jetant le téléphone. Effectivement, on a plus de riffs de hurlements, on n'est plus autant sur scène et un peu plus sur les écrans. Mais peut-être qu'il y a des gens qui commencent à le faire, justement sur les écrans, à se révolter, comme Benjamin, et qui vont aller faire des punchlines 2.0 avec des vérités peut-être un peu crues, ou en tout cas des analyses sur ce qu'on a. Nos futurs, ok.
pourquoi pas, effectivement, on retrouve cette dualité de, bon, est-ce qu'on... Enfin, comme vous le disiez, plutôt, c'est est-ce qu'on va être... excusez-moi, je perds mes mots. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de... On ne pense pas aux... Enfin, nos futurs, on pense à nos enfants. Enfin, l'écologie, c'était penser à nos enfants. Et maintenant, l'écologie, c'est à penser à nous ici, maintenant. En fait, c'est qu'on se retrouve déjà dans un espèce de piège qui peut se refermer si on n'est pas assez... si on fait pas assez attention et vers une probable apocalypse. Ça me rappelle un peu les apocalypses de Terminator, parce que de base, Skynet prend le pouvoir... Tout s'écrase sur la planète et c'est qu'une fois que tout le monde est mort que là on a peut-être un espoir de quelqu'un qui sauve encore un autre futur après qu'il y ait déjà une apocalypse. Enfin voilà, c'est un petit peu... Peut-être n'attendons pas que Skynet prenne le pouvoir, c'est ça que je dis. Enfin bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir un do-it-yourself 2.0 On va aller plus sur l'autogestion, créer ses propres médias, ses propres labels, ses propres réseaux. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend de l'espace mental. Mais bon, c'est les alternatives qu'on trouve. On a une économie alternative, les circuits courts, la réappropriation des savoirs, le boycott des géants ou alors la gonette. On a la communauté solitaire, les squats, les zones autonomes, l'entraide locale. Donc effectivement, si vous croisez des gens qui sont là-dedans, donnez-leur 2-3 petits trucs à Graille, c'est toujours sympa. D'autre part, on a des luttes directes, le blocage, la désobéissance civile, le sabotage de l'ordre établi. Parce que le système, malheureusement, écoute que quand ça pète. Et encore là, on a du mal. Donc je propose qu'on arrive avec des petits pétards de fête à l'Assemblée nationale. Wouh, peut-être qu'ils vont nous écouter. Et puis il y a celles et ceux qui construisent ailleurs, qui repensent la ville, la campagne, la politique, sans attendre qu'on nous serve un petit peu sur un plateau Amazon. Alors bon, je pense qu'ici, on est majoritairement à la Croix-Rousse, entre Croix-Roussiens. Je pense que personne n'attend d'être servi sur un plateau, on est bien d'accord. On a aussi des gens qui se réapproprient les savoir-faire, qui remettent des choses en commun là où c'est privatisé, qui soutiennent les commerces de quartier, les librairies indépendantes, les AMAP, les circuits courts, les médias libres. Voilà, faire du bruit, oui, mais faire du lien. Alors bon, c'est un peu galvaudé, faire du lien, on en parle. Mais bon, est-ce que vraiment on est dans les mêmes circonstances dans nos futurs des années 70 ? Peut-être oui, mais est-ce qu'on ferait pas mieux de se dire « yes, futur » ? Oh, merci, bravo pour cette chronique. Pas facile de faire de l'humour sur ce sujet en plus, donc félicitations. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Suzy, tu as choisi le deuxième morceau, Griselidis. Pardon, j'ai vraiment du mal, c'est la fin de journée, pardon. Griselidis, balade pour le feu. Oui, ça c'est donc Griselidis, c'est un projet que j'ai. Donc c'est un duo avec une très chère amie à moi qui nous écoute sûrement, Violette Relier, qui est une super artiste, et moi-même. Et c'est un projet qui est assez neuf. On a sorti un album l'année dernière. Et voilà. Et du coup, cette chanson-là, elle est très clairement, elle parle très clairement de cette idée de fin du monde. Et elle est inspirée du roman Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Mm-hmm. Voilà. Ouais, autrice féministe par excellence. C'est pour toi, Juliette, si tu nous écoutes alors. Quand les chats
pourra trouver de nouveaux refuges pour attendre. Quand les ventilateurs auront cramé et nous. Sur Radio Anthropocène, dans On n'est pas fâché, avec Patrick Boucheron, Benjamin Passino et Suzy du label L'Enfant Pneu. Alors, on parle de sujets qui sont quand même pas très très joyeux depuis tout à l'heure. On va essayer de garder un peu le sourire, mais j'ai quand même une question, moi, qui m'anime en tout cas, que je me pose depuis un petit moment, et dont vous parlez, Patrick, dont tu parles, Patrick Boucheron. Patrick, je vais y arriver. Sûrement. Peut-être, pas sûr, on verra. On va voir. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment organiser son pessimisme pour ne pas désespérer du temps qui reste. Alors voilà, ça c'est la question. Et ouais. C'est la question parce qu'il y a quand même une accélération, hein, on l'a compris, depuis en particulier quelques mois avec l'élection, non seulement l'élection mais l'investiture, et non seulement l'investiture mais ce qui arrive et ce qui s'accélère depuis les États-Unis. Et puis le fait que, pour l'instant, parce qu'on parlait de futurs désirables qu'on n'arrivait pas à trouver, il y a celui-là. Et c'est celui qui est désiré par le plus de gens. Il y a un moment où il faut quand même dire les choses. Pas être réaliste, ouais. Bah oui. C'est-à-dire que c'est pour... on parlait des réseaux sociaux, tout ça nous déplaît profondément. Mais l'alternative, elle est là. Un monde violent, fermé, haineux, viriliste. Voilà. On ne l'a pas vu venir à ce niveau-là, au fond, d'intensité et de violence, mais il est là, c'est disponible. Voilà. Et c'est très important de considérer ça. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse, par exemple, européenne, qui depuis longtemps, depuis Orban, depuis en Hongrie et ailleurs, rêve de ça. Un historien qui s'appelle Christian Ingrao, qui a travaillé sur la montée du nazisme, dit toujours que les nazis étaient drogués à l'idéal. C'était des idéalistes. On ne décrit pas simplement la montée du nazisme par le choix des élites économiques et l'inconséquence ou l'irresponsabilité des élites politiques. On le décrit aussi par le fait que c'est l'ensemble d'une société qui est enivrée de cet idéal. Donc l'idéal, il est là. Donc, effectivement, en tout cas, c'est le seul disponible suffisamment, t'es d'accord, conséquent, cohérent, défendu, puissant. Et Michel Ferrer disait sur la soirée d'ouverture du festival, là, il y a 2 jours, justement, qu'on est face à des personnes qui non seulement ont un idéal, et cet idéal gagne en réalité. Donc ils ont, même avec des arguments qui sont rationnels, on ne pourra pas les faire changer d'avis. Voilà. Alors, il ne faut pas croire que c'est irrésistible. C'est que je citais la Hongrie. Mais ils sont dans une dynamique positive. Oui, enfin, par rapport à eux. Par exemple, ils ont gagné en Pologne et puis après, ils ont perdu. C'est-à-dire le nationalisme identitaire, autoritaire, populiste, tout ce qu'on veut, a gagné les élections polonaises. Ils ont gouverné la Pologne au bout de certaines années, un certain nombre d'années, ils ont perdu. Donc là, le truc inespéré, c'est la violence de la proposition trumpiste et le fait que beaucoup de gens vont le suivre, mais pas tous, et que peut-être dans 2 ans, ça peut... je dis 2 ans parce que 2 ans, il y a des échéances électorales en France, et puis c'est les midterms aux États-Unis, où en règle générale, au bout de 2 ans, quel que soit le président, il perd les élections. Parce qu'il a gouverné, parce que ça a déplu, parce que ceci. Donc, il y a 2 enjeux en un. Il y a un comment dire, le scénario pessimiste, c'est que ça continue à séduire les gens, c'est eux qui auront gagné et c'est fini. Le scénario optimiste, c'est que ça va aller très vite, si vite, plus vite qu'on le pensait au désastre, qu'il y a quelque chose à proposer dans 2 ans. Mais encore faut-il qu'on soit là dans 2 ans. Encore faut-il qu'on puisse s'organiser pour être encore là, je veux dire, vivant. Biologiquement peut-être, mais, on espère. Mais moralement, oui, politiquement, la pulsion de vie aussi. c'est pas évident.
Mais par rapport à ça, peut-être que l'espoir peut se trouver un petit peu dans l'art. Suzy, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que l'art... alors c'est vraiment déprimant ce qu'on se raconte, mais finalement il y a aussi la question de créer face à ce chaos, parce que comme on le disait au début, nos futurs, mais du coup si tout est cassé, il y a tout à réinventer, est-ce que c'est pas aussi quelque chose d'un peu excitant ? C'est peut-être pas le bon moi, mot. Moi je suis dans un mood en ce moment très désespéré par rapport à ça. Aussi parce que dans ma vie personnelle, j'ai clairement pas de futur en tant qu'artiste. Si je veux vivre, si je veux pouvoir manger, si je veux pouvoir payer mon loyer, etc. Donc c'est aussi très terre à terre là pour le coup. Absolument. Et aussi, il faut pas oublier, en tout cas, bon, le monde de la musique, l'industrie de la musique, c'est un petit peu différent, mais le monde de l'art contemporain est un monde d'une horreur absolue. Et moi, j'ai fait les beaux-arts, mais la chose que ça m'a appris, c'est ça. C'est qu'en fait, je veux pas être dans ce monde-là, quoi. Enfin, je veux pas exercer mon art dans ce monde-là. En tout cas, pour le moment. Ou alors, arriver à le faire, mais d'une manière... voilà, pour le moment, c'est pas le cas, parce que c'est un peu un enfer, en fait. Et bon, après, il y a aussi des questions un peu des choix aussi politiques que j'ai pris, des choix éthiques, personnellement, où... en fait, je refuse de... je peux pas considérer que mon art, il est politisé si je me vends dans un système du marché de l'art capitaliste. Il y a aussi quelque chose où du coup, j'ai fait le choix, en fait, de produire et de distribuer mon art par rapport au label aussi, dans, du coup, des circuits courts et souverains, en fait. Où, du coup, ça a beaucoup moins d'impact et moins de portée, mais ça touche... ça permet de construire ces cellules de contre-culture souterraine aussi. Et, du coup, moi, j'essaie d'œuvrer là-dedans, puisque ça me déprime beaucoup moins. C'est cool, j'ai l'impression d'être utile, en tout cas pour au moins quelques personnes. Donc il y a peut-être une source de joie quelque part aussi dans le fait d'être en auto-édition, comme ton mémoire par exemple, ou dans des circuits plus alternatifs, peut-être plus petits avec une plus petite portée, mais ça peut être aussi peut-être source de joie. Je sais, dans les milieux féministes aussi, ça fait du bien aussi des fois de se retrouver en petits groupes qui se reboostent aussi pour reprendre des forces face à tout ce qu'on vient de dire, qui est vraiment... Oui, carrément, et il y a quelque chose en fait aussi de se réapproprier nos outils. Et quand je parle d'outils, je parle pas que forcément des outils pour créer, faire de l'art, mais toute la distribution et tout ça. Parce que il y a aussi un truc où c'est important, en fait, on s'est fait démunir totalement pour moi de nos sensations en tant qu'artiste aussi. Il y a quand même, on est bloqué dans l'art contemporain depuis les années 70, dans le postmodernisme et dans le merde, j'ai oublié le terme. Dans le conceptuel, voilà, pardon. Oui. Et que, pour moi, il y a un truc en fait aussi, et ça, moi, ça me fait du bien quand je crée en fait aussi. Déjà, ça peut être un exutoire pour toi-même, pour les autres aussi, mais de voir de l'art aussi, des fois, ça fait du bien, voilà. Mais il y a un truc où moi, en fait, je crois aussi qu'on nous a grave suspendu nos sensibilités en tant qu'artistes. Avec toute cette culture du conceptuel aussi, où en fait tu peux accrocher une peau de banane au mur si tu justifies ton truc, tu vois, c'est ok. Mais en fait, il n'y a pas de sensible derrière. Et moi, c'est ça qui me chagrine. Et ça aussi, je trouve qu'il est en corrélation avec la cause écologique. C'est ressentir les choses, en fait. Ressentir et accepter ses sentiments. Et aussi avec la cause féministe, en fait, ça rentre en compte de déviriliser les sentiments et de les laisser faire. Et dans la matière aussi, voilà. Donc oui... ça fait du bien de créer, ça fait du bien aux autres, oui, mais c'est quand même assez désespérant parce que t'as quand même le nez en fait face à toute la merde qu'il y a autour tout le temps. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi aussi de pour le moment rester dans des petits trucs où je vis pas du tout de mon art du coup, mais où c'est source de joie du coup. Mais voilà, c'est ça. Et je veux pas que ça devienne, en fait, c'est ça, surtout que je voulais pas que ça devienne une source de mépris, en fait. Et voilà. Benjamin, une réaction peut-être? Oui, en fait, moi je voudrais revenir sur un truc. Je trouve pas ça si déprimant. Alors je suis peut-être câblé bizarrement, mais dans ce que vous dites, parce que je pense que des fois il faut resituer un peu, et c'est là où effectivement c'est stérile. Parfois ce truc de fin du monde, c'est terrible, on n'a plus de futur. Et tout, et on est là, on sait pas. Moi, je suis d'accord, je sais pas comment faire, et là, on va traverser un moment difficile, mais c'est quand même pas la première fois. Il s'est quand même passé d'autres choses dans l'histoire qui étaient terribles. Et même, je me dis, on dit le futur, ça va s'effondrer, ça va être apocalyptique, etc. Et tout. J'imagine que, je sais pas, la peste noire, c'est quoi, c'est la moitié de l'Europe qui meurt d'une épidémie, c'est quelque chose comme ça. Ouais, presque plus. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que c'est? Et
nous, on est les descendants des survivants de ça. C'est-à-dire que, alors oui, on se dit oui, là, on n'a pas envie de vivre ça et je le souhaite pas. Mais en fait, la vie a quand même continué et il y a eu des choses à faire à partir de là. Et même sans remonter dans l'histoire, que nous, on soit en train de se dire ah c'est terrible parce que effectivement là, on arrive dans un moment qui est très très violent et très très brutal. Et c'est nous qui sommes en train de nous dire il n'y a pas d'espoir et on peut rien imaginer. Et par contre, il y a des gamins à Gaza, eux, ils tiennent le coup quoi. Genre à un moment donné, il faut se reprendre un petit peu, camarade, quoi. Genre on a un truc, je trouve, un peu des fois de dépression culturelle qui est un peu un truc de first world problem, quoi, de dire non. Enfin, on peut peut-être tenir le coup. Et je suis d'accord, je trouve que c'est très Gramscien ce que vous avez dit tout à l'heure sur. Parce qu'il y a forcément la célèbre phrase de Gramsci de le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté, c'est que de toute façon, il faut qu'on continue à se battre, à créer, à faire des choses, et c'est difficile, mais c'est franchement pas pour nous que c'est le plus difficile, ni dans l'histoire de l'humanité, ni maintenant. Alors, il y a un truc, effectivement, moi je suis d'accord, je crois qu'on est d'accord. La joie, c'est une augmentation de la puissance d'agir. Donc, j'entendais ton texte où est ma puissance d'agir. De toute façon, elle ne peut pas être ailleurs que dans la joie. Voilà. Joyeux, ça veut dire déployer sa puissance d'agir. Être triste, c'est se ratatiner. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, il n'est pas question de culpabiliser. Il n'est pas question de culpabiliser parce qu'on cherche d'abord, parce qu'on va aux abris. Il n'y a aucun intérêt quand ça canarde partout de se mettre à découvert. Hein. Si effectivement on rentre dans une période difficile, de toute façon, dans une période difficile, soit vous montez au maquis, soit vous descendez à la cave, mais vous ne restez pas dans l'espace public à découvert à vous faire flinguer. Voilà. Donc, par définition, mais ça veut dire quoi du point de vue culturel ? Parce que j'entendais aussi ta chronique sur les circuits courts, etc. Mais bien sûr, mais évidemment. Mais enfin, on ne va pas en plus se faire culpabiliser du fait que, par gros temps, on préfère quand même, je vais même dire un gros mot, le gros mot par excellence disons, de l'industrie culturelle, l'entre-soi. C'est devenu le mal absolu. Le mal absolu. Enfin, je veux dire, pardon. Mais quand tout va mal, se réchauffer, s'encourager, se réorganiser dans la joie de quelques-uns, aucune raison de se faire culpabiliser si on a envie de ça. Simplement, c'est la première cellule. Il y a un moment où il faudra sortir. Mais il faut sortir quand on a des forces. Pour reconstituer ses forces, comme dans n'importe quel film dystopique, où voilà, on va aux abris, on s'organise et on retrouve de l'énergie. Je crois qu'on commence à arriver au terme de notre émission. Ça allait très vite, mais c'est très intéressant. Mais on avait 2 dernières chansons à écouter. Déjà une première, Camille, tu nous la présentes ? Oui, je vais la présenter celle-là parce que c'est la tienne. Suzy, c'est pas toujours évident de parler de soi. Donc, tu as un projet solo de musique qui s'appelle Point de suture et la chanson que tu as choisie s'appelle Nantes. Tu viens de Nantes d'ailleurs ? Alors pas du tout. Non, on t'en parle beaucoup dans ton mémoire par contre. En fait, j'ai fait mes 2 dernières années, mon master à Nantes. D'accord. J'étais à Nantes ces 2 dernières années, mais moi je suis byzantine, je viens de Besançon. D'accord. À la base. Voilà, mais j'ai beaucoup bougé aussi. Et oui, en fait, j'ai choisi cette chanson-là parce que elle parle un peu, d'une expérience un peu d'une génération, mais elle est assez punk celle-là pour le coup, vraiment elle parle de canettes et de marcher dans la rue et voilà. Du mode de vie punk dont tu parlais au début. Un petit peu, mais c'est un peu un truc aussi, de traîner en fait, d'errer, que ce soit dans la ville ou genre dans ta tête ou c'est un truc un peu comme ça. Puis il y a plein de distos sur la voix quoi. Donc. Punk. C'est parfait, on va s'écouter ça. Donc, Point de suture Nantes, il est sorti en 2023 sur ton label L'Enfant Pneu. On revient tout de suite.
Ça, c'est pas punk. Ah ouais. C'était Point de suture. Nantes, le projet solo de Suzy. Et on est toujours en direct donc sur Radio Anthropocène dans On n'est pas fâché. Bah, du coup, on avait une question. Là, l'émission, elle arrive à son terme. C'est le titre de l'émission. Vous êtes pas fâchés tous les trois, a priori. Une seconde, hein, pas une seconde. Pas une seconde. Vous êtes plutôt On complémentaires. n'arrive pas à trouver des invités qui se fâchent. On est hyper déçus à chaque fois. On espère. Mais ça Il n'y a marche pas eu d'embrouille encore. Non, Sur les fait plateaux beaucoup de d'efforts CNews, aussi. c'est plus vif, quoi. Pardon ? Sur les plateaux de CNews, c'est plus vif. Ouais, c'est vrai, on prend un peu trop le Ouais. temps, c'est grave. On vise trop France Culture, on vise pas assez CNews. Je pense qu'on devrait changer un peu de DA. Et... On aurait peut-être plus de portée. Ouais, qui sait. Non, bah du coup, comme je disais, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci à tous les trois. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On va faire un petit tour de table juste pour connaître vos actualités. Suzy, peut-être ? Où est-ce qu'on te retrouve ? Là, j'étais un peu en pause de concert et tout, mais là, j'ai 2 concerts au mois d'avril qui sont un peu tombés comme ça, donc, dont le 18 avril au Sonic, ici, à Lyon. D'ailleurs, le Sonic a besoin de soutien, c'est un super lieu alternatif et ça va fermer sûrement. Il leur manque presque 20 000 €. Il y a une cagnotte en ligne. Qui est encore, qui finit ce soir. Et en fait, ce soir, c'est la soirée de soutien. Donc, en gros, tous au Sonic ce soir pour boire des coups et leur donner de l'argent. Alors, ouais, mais je crois que malheureusement, ce soir, Patrick, tu as aussi une actualité. Ouais, moi, je parle tout à l'heure. Chacun sa soirée. Continue, donc voilà. Non, mais moi, on me retrouve sur la radio aussi. Vous en avez parlé, France Culture. Je fais une émission sur les images tous les dimanches. Et donc ce soir, salle Paul Garcin en compagnie d'Eduardo Viveros de Castro pour une soirée qui s'appelle Amazonie, nos futurs communs. Exactement. Dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène. Oui, et Florian, je vais me fâcher parce que t'as pas laissé Suzy parler de son deuxième concert. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai une autre date à Clermont, le 26 avril, à la Raymonde, qui est un super lieu aussi, qui a un squat. Voilà. Oui, on invite tous nos auditeuristes à aller fouler les pieds des lieux alternatifs pour les soutenir, quoi qu'il arrive. Ces petites bulles qui donnent un peu d'espoir. Et Benjamin ? Sur notre chaîne YouTube, tous les 2-3 mois, il y a toujours une grosse vidéo qui sort. Il devrait y en avoir une très très prochainement. Tous les mois sur l'humanité, sur la chaîne YouTube et sur Twitch. Et aussi sur Blast, les émissions Corporate et Deep Web Fantasia, et aussi quand même en participation à Lyon, il va y avoir d'autres festivals aussi où on sera présent parce qu'il y a les Intergalactiques qui arrivent, festival de science-fiction justement. On avait déjà traité justement du cyberpunk et tout, et ensuite il y a On vous manque, un festival sur le documentaire. J'ai pas les dates en tête, je suis désolé, mais c'est voilà, vous pouvez chercher sur internet, c'est bientôt. Et tu nous rappelles le nom de ta chaîne YouTube ? Bolchegeek, la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et enfin, oui, Eve, FTGA, déjà un grand merci d'avoir été avec nous. Merci pour ta chronique et d'avoir été avec nous. Et voilà, ton actualité. Bah écoutez, moi, c'est la même que l'émission précédente. Oui. Merci déjà pour l'invitation. Désolée, j'ai pas été très inspirée aujourd'hui. Non, c'était très bien. C'était très bien. Mais effectivement, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Eve_TGA. Oui, tu fais du stand-up. Tout à fait, je fais du stand-up, je fais des choses, je fais des conférences pour des entreprises aussi. Ah oui. C'est très, on me demande des trucs particuliers de temps en temps, légaux, hein. Mais voilà, mais au cas où, n'hésitez pas à consulter mon profil. Merci des sous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était la deuxième émission de On n'est pas fâché. Vous pourrez la retrouver très prochainement sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les réseaux sociaux de Radio Anthropocène. Tout à fait, et donc le festival à l'école de l'Anthropocène 2025, ça continue, comme je le disais, ce soir, rendez-vous à la salle Paul Garcin, avec donc Patrick Boucheron, pour un échange avec Eduardo Viveros de Castro, intitulé Amazonie, nos futurs communs. Et cet échange, il sera animé par Julie Clarini. C'est ça, j'ai pas toutes les infos sur ma fiche, c'est terrible. Et demain, on se retrouve au cinéma Le Comédia, dans le 7e arrondissement, à partir de 10h45, pour la projection du film Black Dog, et en direct et toujours en public sur Radio Anthropocène dès 14h. Bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt sur Radio Anthropocène. On termine en musique et pas des moindres, Suzy. Alors là, j'ai vraiment fin de journée. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, du coup, c'est un morceau qui s'appelle A New Kind of Water du groupe This Heat. Donc c'est un album, l'album du coup This Heat du groupe This Heat qui est sorti en 1981. Et moi c'est un groupe, en tout cas cet album-là, c'est un de mes albums vraiment favoris dans toute ma bibliothèque musicale. C'est
c'est un projet assez incroyable qui est un peu en fait qui est très éclectique, qui est vraiment sur la montée du punk. C'est un groupe anglais. En fait, écoutez, parce que je sais pas trop comment en parler parce qu'ils sont super chelous en fait dans le déroulement quoi. Ils sont un peu inclassables, mais ils sont considérés un peu comme entre du prog et du punk. Mais voilà, c'est trop bien et par contre c'est pas très joyeux. De toute façon ça va clôturer cette conversation qui n'était pas si joyeuse que ça, mais on a parlé de petites bulles de joie, on va les garder en tête. On s'écoute ce morceau, à demain sur Radio Anthropocène et bonne soirée à toutes et à tous. Merci Florian. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Around.
demande de vous arrêter. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Je vous demande de vous arrêter. On n'est pas fâché. Et si on arrêtait de s'engueuler? Bah, pourquoi faire? Bah, pour se parler. Pour se parler. Parler.